François. François. Tu vas vite parce que je ne sais pas. Ça va? Ça va, attends, je te fais la bise parce que depuis le temps La forme qu'on se connaît. Ouais. Ça fait quelques mois qu'on se connaît, François, qui est auteur, journaliste et qui va être le premier invité de notre émission Calme. Comme à la maison, je te propose justement d'aller se mettre au calme. Je suis hyper fier de ça. Voilà, on y va, on va se mettre au calme, à tout de suite. On va prendre le chemin de la maison. Ouais, je te suis. Tranquille. Hein, je sais plus où t'habites. Voilà, entre deux petites averses sur Paris. Je Et n'ai pas l'adresse hein, pour les en femmes. évitant les travaux de Madame Hidalgo. Allez, on est parti, on y va. Pas jusque là. François, on est installé au calme, donc c'est avec Vincent qui réalise cette émission. Une petite idée que nous avons eue depuis quelques temps, calme, comme à la maison, rencontrer des gens, donner la parole aux gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et commencer avec toi, c'est quand même symbolique parce que tu es l'auteur de quelques livres, d'abord, sur Michel Berger, sur Daniel Balavoine, sur Starmania, sur Louane. Il y a aussi les Chroniques de Mandor, ton blog. Mais avant de parler de tout ça, on va parler de ton cursus parce que tu as été journaliste, animateur radio. Comment es-tu tombé dans la radio d'abord ? Eh bien, la première fois que je suis tombé dans la radio, c'est quand j'étais très très jeune. J'avais à peine 16 ans. J'étais à Kourou, parce que mon père était médecin là-bas. Et j'ai gagné un jeu. Je suis allé chercher le jeu et j'ai demandé « Ah, moi, je voudrais bien faire de la radio. » Et tu sais, c'était vraiment le début des radios libres. Donc on m'a fait faire un hit parade dans cette radio-là qui s'appelait RFM 90 à Kourou. Et c'était très nul, hein, parce que j'étais pas très bon. Mais j'ai commencé comme ça la radio. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait plein de radios. Ce qui m'a emmené à faire, quand j'étais plus professionnel, RTL, RTL2, Fun Radio, RMC. Enfin, j'en ai fait plein après en tant que professionnel. Mais j'ai commencé vraiment dans une radio qui était pas du tout professionnelle. Et puis il y a eu le changement, l'arrivée en métropole, oui, l'arrivée en France, l'arrivée à Paris, avec le passage à l'écriture et le premier livre, ce livre sur Starmania. Alors, Starmania n'est pas le premier livre. Ah, c'est pas le premier livre. Ah non, mon premier livre c'est Louane, le vrai premier livre. D'accord, ok, alors le premier livre c'était Louane. Donc pourquoi Louane d'abord pour commencer? Parce que c'est une commande et je regrette presque de l'avoir fait pour être très honnête. Pourquoi? Parce que j'étais pas très fan d'elle. Je trouvais qu'elle avait du talent, mais quelqu'un qui avait juste une année de vie dans le milieu artistique, ça ne m'intéressait pas trop, mais je l'ai fait quand même, quoi. Voilà, donc ça c'est la pochette. Après, effectivement, j'ai enchaîné des livres qui m'ont intéressé, Starmania, Daniel Balavoine, Michel Berger, et là va sortir incessamment Vanessa Paradis. Alors on va faire ça dans l'ordre. Je te dis ça pour... Le Starmania, 78-79, Luc Plamondon, avec entre autres Morane, qui a fait Morane la préface de ton livre. Ouais. Un mois avant malheureusement sa disparition. Alors Morane, moi c'est une artiste qui fait partie de la bande originale de ma vie. Ça s'est passé comment la rencontre? Comment est-ce qu'elle a accepté de faire cette préface? C'est grâce, alors je veux dire la vérité, c'est grâce à quelqu'un qui jouait dans Starmania deuxième version, qui s'appelle Peter Lorne, qui avait dans le rôle de Starmania le rôle d'une étoile noire, et c'était un des meilleurs amis, si ce n'est le meilleur ami. On est comme à la maison, il commence à pleuvoir, ouais, on va fermer la fenêtre parce que... Est-ce que je continue de parler? Voilà. Donc je regarde la caméra et je continue. Peter Lorne, donc. Peter Lorne, ouais, qui m'a permis d'avoir Morane. Il l'a appelée, au début elle était un petit peu non, je veux pas, tout ça. Elle essayait de se décoller de la chanteuse automate, de tout ça? Oui, mais parce que en fait, elle les a un peu plantés. Ah, ouais. Je savais pas ça. C'est-à-dire que dans mon livre, c'est à raconter, puis les gens qui connaissent Starmania le savent, un jour elle n'est pas venue. En plein Starmania, dans la version 1988, elle n'est pas venue du tout. Il y a toujours une doublure dans ces cas-là? Non, il n'y en avait pas à l'époque. Ah zut. C'est pour ça que, à cause de Morane... Grâce à Morane. Grâce, ils se sont dit, oh, il faut plus que ça arrive, ce genre de choses. Il n'y avait pas d'emplaçant à l'époque. Ouais. Donc voilà, elle a fait ça 2 fois de suite. Et du coup, bon, la production s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc ils l'ont remplacée par Réjeanne Perry, la pauvre Réjeanne Perry qui est morte d'un cancer quelques mois après. Enfin, c'était un peu lugubre tout ça. C'était. Bon, la rencontre avec Morane s'est quand même bien passée parce que c'est ça bien, pour la préface, elle a accepté finalement après l'avoir travaillé au corps. Grâce à Peter Lorne qui a insisté un petit peu.
Et alors donc, elle a accepté de faire la préface et de participer et de me raconter ce qu'elle avait fait et le pourquoi du comment elle avait planté un peu Starmania en 1980. Elle avait ses motivations. Elle avait ses motivations. Que l'on peut entendre, que l'on peut comprendre qui ou pas. était un burn-out. Voilà. Parce qu'elle avait elle-même son premier disque qui cartonnait du feu de Dieu. Et que dans sa famille, il y avait beaucoup de gens qui avaient ce genre de burn-out. Oui. Et notamment, son père était mort de ça. Donc voilà, c'est très profond. Quoi. Alors, on va continuer. Ouais, c'est gai, hein, ce que je te raconte. On va continuer sur Starmania, mais on va parler maintenant de la version 2022-2023 parce qu'il y a justement une polémique avec cette nouvelle affiche. Voilà, moi personnellement je ne l'aime pas. Voilà, c'est assez, ça fait assez bizarre, ça fait shérif, ça fait ce qu'on veut. Mais par rapport aux premières, ça fait origami un petit peu. Quoi. Voilà, par rapport aux premières affiches de Starmania, dont celle-là dans les années 60, la première, voilà. Ça c'est la version 88. C'est la version 88, c'était autre chose. Il y a aussi le premier album qui était un vinyle pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était ça. Donc là c'était autre chose. Là c'était la photo du programme de Starmania 79. Donc cette affiche fait polémique auprès des fans, a priori. Parce qu'elle n'est pas bonne. Ouais. Non, mais franchement, je ne le comprends pas. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont dû faire une réunion, notamment Thierry Suc de la production, Luc Plamondon, le fils de Michel Berger, Raphaël Amburger. Ils se sont réunis pour dire qu'est-ce qu'on va faire comme affiche. Ils ont choisi ça. Oui, mais par contre, je te coupe tout de suite parce que pour la nouvelle scène... Mais c'était la première version. On propose ça, donc quelle est la vraie affiche pour le moment? Non, ça c'était la première version de quand ça a dû être il y a 2 ans, avant le Covid. Et là maintenant c'est celle-là. Voilà. D'accord, donc pour les fans, pour toi ça passe pas quoi. Pour moi ça passe pas et puis pour tout le monde. Hein. D'accord. Non, franchement c'est nul. Ça s'est bien vendu, ça a bien marché. Ensuite il y a eu le livre sur Louane d'abord, le livre sur Starmania et puis l'écriture du livre sur Daniel Balavoine. Ouais, Daniel Alors Balavoine. Ça s'est passé comment? Parce que je sais que tu es particulièrement fan de Daniel Balavoine. Ça s'est passé comment l'écriture? C'est pas une commande cette fois-ci, c'est toi qui as proposé? Je passe les détails, ça va être trop long, mais il y a une succession d'événements qui ont fait que une éditrice qui s'appelle Florence Lautin, l'éditrice de Pygmalion Flammarion, qui après une certaine soirée m'a proposé de faire un livre sur Daniel Balavoine. Et moi j'ai toujours refusé de le faire parce que j'étais trop fan. Je me suis dit, je peux pas, j'ai pas de recul. Oui, mais comme a dit le poète, quand même, si j'existe, c'est d'être fan. Donc quand on est fan, le poète. Quand on est fan, on peut reconnaître la passion et écrire sur les gens qu'on aime. Et puis après, je me suis dit, si je le fais pas, c'est nul, quoi. Et puis donc, en fait, j'ai fait ce livre-là avec plaisir parce que ça m'a permis de rencontrer des musiciens de Daniel Balavoine, des compagnes de Daniel Balavoine, des gens qui l'ont connu parfaitement. Alors il y a un truc qu'il faut quand même savoir sur Daniel Balavoine, c'est que quand il rentrait en studio, il n'avait pas de ligne écrite pour tous ses musiciens. Chacun s'adaptait. Il n'y avait pas un orchestre en disant toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il avait cette liberté de penser, comme chantait l'auteur, comme chantait l'autre. Il avait cette liberté auprès de ses musiciens pour que chacun s'adapte. Il ne savait même pas écrire la musique. C'est quelqu'un qui s'appelle Hervé Limretz. Qui Daniel Balavoine et lui se réunissaient de temps en temps, il dit voilà, je fais ça. Et c'est Hervé Limretz qui écrivait les partitions pour les autres musiciens. Donc il faisait ça à l'instinct, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans ce bouquin, si on lit toutes les critiques des lecteurs qui l'ont acheté, on n'est pas dans l'intimité, on a une autre approche justement de Daniel Balavoine. On n'est pas dans la petite anecdote, il a commencé à embrasser une fille à 14 ans, blabla. On est dans autre chose. Moi, ce que je n'aime pas, c'est les biographies normales. Ouais. Alors ça, les autres biographes n'aiment pas quand je dis ça, mais il y a tellement de biographies sur les uns sur les autres que quand je m'attaque à un personnage, je ne veux pas faire ce qu'ont fait les autres. Justement, comment est-ce que tu t'attaques là? Le prochain livre qui va sortir, c'est sur Vanessa Paradis. Vanessa Paradis, tout le monde la connaît, tout le monde connaît sa vie. Elle a fait l'école des fans, Je le taxi avec Franck Langolf, son oncle Didier Pin qui était son agent, qui l'a fait rentrer dans le show business. Tout le monde la connaît. Qu'est-ce qu'on peut trouver de plus et le raconter comment sur Vanessa Paradis? Comment tu approches le sujet? Ça fait partie d'une collection qui s'appelle Une vie en chanson, comme Michel Berger. Donc moi, je parle des chansons. Ouais. Donc c'est-à-dire que j'enquête sur les gens qui ont créé les chansons. Donc c'est un angle différent. Mais en fait, ça permet quand même de raconter la personne. Mais je ne vais pas dans les mêmes angles que les autres. Je ne fais pas une biographie en disant Vanessa Paradis est née le tel jour, Moi, ça m'emmerde, ça. Je le dis toujours. Donc, je fais une enquête sur la... En fait, c'est plus sur la personnalité des gens que sur la vie
tu vois, du début à la fin. D'accord, justement pour Une vie en chanson, pour le livre sur Michel Berger, qu'on trouve partout, hein, qui marche bien, ça marche bien. Qui marche bien, ouais. Pour malheureusement les 30 ans de sa disparition, on apprend par exemple que Seras-tu là est la chanson préférée de Jean-Jacques Goldman, qu'il aurait aimé l'écrire, qu'il l'a pas écrite, ils l'ont chanté déjà une fois en duo. Et Michel Berger, quand on voit les photos, moi j'aime beaucoup cette photo que j'ai téléchargée de Michel Berger, on a toujours l'impression qu'il est... pas comme un clown triste, mais comme un petit peu sur le fil, poète, un petit peu mélancolique. C'est ce qu'on retrouve dans ses chansons, c'est ce qui lui permettait de trouver l'inspiration, toi qui as écrit sur ses chansons. Excuse-moi, je tousse donc Bon, un coup. Pour le montage. On a un jus d'orange, donc c'est fait exprès. Oui, donc on le sent toujours un petit peu triste, un petit peu sur le fil. Que Michel Berger, il a eu beaucoup de soucis dans sa jeunesse. Son père l'a abandonné. Mais c'est trop long à raconter l'histoire. Il faut lire le livre. Ouais, il faut lire le livre. Mais j'aime pas dire ça parce que c'est ce que disent les gens quand ils sont en promo. Mais c'est vrai qu'il faut lire le livre. Sa fille avait une maladie génétique. Elle est morte assez rapidement. Moi, je trouve qu'avec le temps, la musique de Michel Berger par rapport à celle de Balavoine rentre plus dans le classique, si je puis dire. Est-ce que tu as le même sentiment, toi? Oui, en vrai, tu as raison, complètement. Mais moi, je suis tellement fan de Balavoine que je ne peux pas accéder à cette remarque. Ouais. Mais c'est vrai que Michel Berger a des textes un petit peu plus universels, des musiques un peu plus universelles que Daniel Balavoine, dont les musiques sont... moins générationnelles, on va dire. Ouais, les musiques de Daniel Balavoine sont un petit peu plus datées. Et c'est vrai que Michel Berger, comme il était au piano, tout ça, ça reste quelque chose qui est complètement d'aujourd'hui encore. Parce qu'il faut quand même pas oublier que Michel Berger était sur cette fameuse photo de Jean-Marie Perrier où il y avait Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Sylvie Vartan, Françoise Hardy, tous les yéyés. Il était petit. Et France Gall. Voilà, France Gall, il était tout petit, tout jeune. On le voit accroupi au premier rang. C'est surprenant quand on pense à sa carrière. Mais même lui ne sait pas pourquoi il était sur cette photo en fait. C'est ça qui est drôle. Surprenant ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait que on se penche comme ça sur un artiste ou une artiste avec Louane, Daniel Balavoine, Michel Berger et à venir Vanessa Paradis? Quand on n'est pas spécialement fan, on se force, on s'oblige, on s'accroche comment? Non, alors Daniel Balavoine, Michel Berger, Mon livre sur Starmania, ce sont des livres personnels. Après, Louane, Vanessa Paradis, ce sont des commandes. C'est pas le même genre de livre. Mais vous trouvez une porte d'entrée quand même. Il faut oui, mais par exemple, Louane. Je l'ai fait, j'étais pas hyper content de le faire. Et puis au final, pourquoi pas. Mais Vanessa Paradis, c'est quand même une icône de la pop musique française. Donc c'était intéressant. Et là, en faisant ce livre, j'ai découvert des chansons que je ne connaissais pas, notamment les derniers albums. Et en fait, elle a commandé des auteurs, des compositeurs qui sont très pointus. Je ne vais pas les citer parce que même les gens ne les connaissent pas. Enfin, il y a quand même dedans, il y a M, il y a Franck Monet, il y a le leader de Louise Attaque, il y a Gaëtan Roussel. Oui, Gaëtan Roussel. Enfin, il y en a énormément. Et en fait, les Little Rabbits, c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais elle était quand même en demande d'auteurs et de compositeurs. Vanessa Paradis, donc Une vie en chanson, comme pour Michel Berger. Ça va se présenter comment? Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? On peut avoir déjà une petite idée, pas un petit aperçu, mais soulever le voile? Eh bien, on va pouvoir s'apercevoir que Vanessa Paradis est quelqu'un de très intelligent et qui est pointilleuse dans le choix des gens qui bossent avec elle. Et moi, j'avais une idée d'elle un petit peu légère, franchement. Je connaissais je connaissais que les gros tubes, tu vois. Et puis en fait, je me rends compte qu'en fait, ces derniers albums sont absolument géniaux, avec des textes et des compositions qui sont exceptionnels. Et depuis que j'écris sur Vanessa Paradis, eh bien, je l'aime. Je trouve que ce qu'elle fait est exceptionnel. Voilà. Quelle est la personne qui était la plus dure à contacter pour Vanessa Paradis ou Michel Berger ou Balavoine? Le Vanessa Paradis, je suis en plein dedans, donc je ne peux pas te répondre. Berger, son fils par exemple, mais Balavoine, j'ai eu tout le monde, tous ceux que je voulais avoir, je les ai eus. Mais c'est une espèce de cooptation qu'ont les uns et les autres en fait. Une fois que tu as quelqu'un, après ils appellent les gens, ils disent François Alquier, peut-être oui, tu pourras répondre, il a l'air de connaître son sujet. Enfin, c'est comme ça, il faut être un peu connaisseur pour que les gens aient confiance en toi. Voilà. Pour terminer, François, cette rencontre j'ai ici pas envie de terminer, moi, dans Calme, comme à la maison. J'ai envie de rester encore une heure et demie. On terminera tout à l'heure autour d'une assiette. Une anecdote sur Daniel Balavoine. Moi, j'ai lu un livre
il y a bien longtemps, Daniel Balavoine, où il racontait qu'avec son frère, qui est son choriste, quand il montait sur scène, Guy. au lieu de chanter Mon fils, ma bataille, il disait Un slip à ma taille. Oui, bon, ben ça c'est la petite anecdote. Voilà, mais il y a des anecdotes encore sur Balavoine, sur Louane, sur Michel Berger. J'espère que tu n'as pas retenu que ça. Parce non, que mais c'est drôle. C'est Marc Jolivet qui raconte ça en fait. Mais c'est vrai. En fait, il se foutait. Ce que j'aime bien chez Daniel Balavoine, c'est qu'il avait un recul sur lui-même. Il n'était pas sérieux, quoi. C'est quelqu'un qui était très blagueur. On le voit comme quelqu'un de sérieux, mais non, pas du tout. Il avait ce côté-là aussi, mais il avait un côté très ironique sur lui-même et très second degré. Et ça me le rend encore plus sympathique quand j'ai enquêté sur lui. Alors ça, le slip à ma taille, Daniel Balavoine. Une petite anecdote sur Michel Berger ou sur Louane qu'on pourrait trouver dans le livre ou que tu n'as pas mise mais que tu apprécies particulièrement? Non. Michel Berger, je vois que c'est quelqu'un qui... en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ces gens sont très humains. Alors, ça va te paraître très banal d'entendre ce genre de choses, mais c'est quelqu'un qui avait ses failles, qui n'était pas toujours... qui aimait bien les femmes aussi, Michel Berger. Hein. Enfin, je veux dire, il n'était pas... on a l'image de lui de quelqu'un de strict, de doux, Il l'était doux d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est quelqu'un qui avait une image un peu irréprochable. Mais, le gendre parfait? Ouais, le gendre parfait, mais comme Balavoine, comme Goldman, j'ai pas encore écrit de livre, mais je le connais bien. Enfin, c'est des gens qui vivent, hein, normalement. Ils sont comme toi, comme moi. C'est ça que j'aime bien chez ces artistes-là. Et pour Vanessa Paradis, alors quelle est la chose qui t'a surprise, mis à part, son talent, mis à part le fait qu'elle soit pointilleuse? Moi, en fait, pour l'instant, comme je suis en plein dedans, je me dis, elle est quelqu'un qui choisit des auteurs et des compositeurs qui sont pointus, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'en fout d'avoir du succès, elle veut de la qualité. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué sur Vanessa Paradis. Merci François d'avoir été le premier invité de notre rendez-vous calme, comme ça, comme à la maison, dans la cuisine, histoire de discuter. Dernière question tout de même, parce qu'on parle de Balavoine, de Louane, de Michel Berger, mais Vanessa Paradis, t'es en pleine écriture, il va sortir quand? Au mois de novembre. Donc très prochainement en fait. Parce qu'il y a une date anniversaire, quelque chose à fêter ou... Non, si ce n'est qu'elle va avoir ses 50 ans, mais c'est pas le but. Hein. Elle va avoir 50 ans au mois de novembre, mais c'est pas pour ça que j'ai fait ce livre-là, quoi. Ben merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour ce premier rendez-vous. Ça m'a fait plaisir. À très bientôt, on en reparlera du Vanessa Paradis, t'es le bienvenu? Ah ben bien sûr, je viendrai. On se retrouve dans quelques minutes quand tu veux. Autour d'une petite assiette pour terminer tout ça. C'est comme à la maison, c'est avec vous, c'est le nouveau rendez-vous. On se retrouve sur le net bientôt, ciao ciao.